Eh bien, bonjour à tous. Du coup, pour cette phase un peu, on va dire, introductive de la session, ce que on a imaginé vous partager pour pouvoir essayer de faire un espèce de fil rouge pour vos réseaux et un peu, voilà, les éléments qui nous paraissent utiles à partager et avoir à l'esprit dans le cadre d'un co-développement d'une collectivité autour d'un projet de production ENR. Ce que nous, on retient de notre pratique, puisqu'on aura forcément un biais juridique et évidemment de peut-être surexploiter certains sujets réglementaires, mais j'espère que je vais essayer de rester le plus efficace possible. Ce qu'on va regarder, nous, c'est effectivement comment la collectivité va s'inscrire aux côtés d'un porteur de projet, plutôt habituellement, effectivement, de nature privée, qui soit une société d'économie mixte ou d'un développeur pur de développement dans le secteur, dans les filières respectives, que ce soit éolien, photovoltaïque ou autre. On va regarder comment la collectivité résonne par rapport à ce projet. Est-ce que c'est elle qui est un petit peu, on va dire, l'inventeur du projet ou est-ce qu'au contraire, elle est sollicitée, ce qui va changer la perspective dans laquelle on va commencer à structurer la relation contractuelle avec ces développeurs et de commencer à côté collectivité, voir quels sont les points importants, on va dire, de ce projet et de ce qu'elle peut apporter. Et on a souvent l'habitude de voir que la collectivité est associée aux réflexions autour de la réglementation d'urbanisme, ce que ça dit de son territoire autour des zones d'accélération éventuellement, des zones environnementales spécifiques, de la propriété ou non du foncier, puisque ça aura un sens avec le partenariat qui sera effectif derrière avec le porteur de projet. Est-ce qu'elle a un lien avec ce foncier? Est-ce qu'elle en est propriétaire? Est-ce qu'elle en est utilisatrice ou est-ce qu'elle est seulement tierce? Et puis le troisième temps de cette réflexion, ça va être celui autour de la valorisation de l'énergie. Donc, on va être un peu dans ces trois dimensions de réflexion de comment la collectivité va se positionner. Est-ce qu'elle mobilise une, deux ou trois de ces niveaux de réflexion autour de ce développement et de commencer à regarder quels sont les sujets qui risquent de soit faciliter ou au contraire être des points de vigilance particuliers dans cette organisation du projet. Ça, ces éléments-là vont ensuite, on va dire, être pris un par un et être analysés avec le plus de précautions possibles, celles que vous devez avoir souvent entendu parler autour des sujets dits de compétences de la collectivité, autour de cette prise de participation. On va y revenir. Il y a souvent beaucoup soit de raccourcis ou d'amalgames qui peuvent être faits entre ces sujets de compétences ou de prise de participation. Ensuite, parce que toutes les collectivités aussi, et je vais un peu vite, mais n'ont pas le même statut. Certaines sont des collectivités territoriales de type commune, d'autres des groupements de collectivités, et donc chacune va avoir sa casquette et on va dire, ses moyens d'action qui vont être délimités par son champ réglementaire et dans lequel elle va s'inscrire. Et puis, on va arriver sur des sujets beaucoup plus pratiques, qui sont, de mon point de vue, ceux qui sont aussi les plus intéressants à travailler, issus notamment, mais pas seulement, de la loi APER, sur comment la collectivité envisage, et c'était dans le sens de votre boussole, de comment on reflèche les retombées locales du projet, à la fois pour dimensionner cette prise de participation qu'on aura identifiée ou souhaitée à l'origine, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où ne pas aller. Et puis quand même de regarder autour et en essayant de dézoomer, on voit que la pratique s'ajuste aussi en fonction des projets qui évoluent, puisqu'on a à peu près, allez, je dirais, 3, 4 ans, 5 ans, si on est optimiste derrière nous, de structuration de projets aux côtés de collectivités. Donc on commence à avoir une bonne pratique du niveau 1, on va dire, de ces prises de participation. Et on voit que le cadre réglementaire nous pousse à aller un peu au-delà de notre zone habituelle de travail, avec des enjeux de prise de participation qui peuvent être étendus avant la création d'un projet, avec la fameuse purge de l'article 294-1 du Code de l'énergie.
on va y revenir, ou aussi avec tous les enjeux que j'ai raccourcis ici, parce que c'est pas trop le lieu, on n'aura pas le temps de tout développer, mais de voir comment dans ce développement et ces prises de participation, on va, où la collectivité a un rôle, de mon point de vue, crucial de pouvoir poser le projet avec les enjeux de biodive, et c'est tout le sens du partage de la valeur de l'article 93 de la loi APER qui demande aux porteurs de projets d'avoir un peu d'imagination sur les enjeux croisés qu'un projet peut faire. Donc ça, c'est, je dirais, le cadre, le prérequis finalement de prise de participation d'une collectivité qu'on va interroger dans le cadre de ce projet-là pour pouvoir proposer des formalisations et une sorte de structuration autour de cette fiche de projet. Traditionnellement, donc on a deux modes les plus communs de prise de participation, de co-développement aux côtés d'un porteur de projet. C'est soit immédiatement la prise de participation dans le cadre d'une société de projet, puisque tous les projets n'arrivent pas à la même maturité. Certains seront peut-être plus avancés que d'autres et permettront de pouvoir apporter à la collectivité déjà un plan prévisionnel de développement du projet, que ce soit en temps ou en montant d'investissement. Et puis, il y a certains projets qui vont avoir besoin d'un temps plus mûr, dans lequel justement le rôle de la collectivité va pouvoir se déployer le plus largement, et on peut être amené à conclure une convention de partenariat avec un développeur privé ou un autre partenaire de type SEM ou parapublic qui pourra définir le fil rouge du développement de ce projet. Alors ici, on a, nous, un point de recommandation très fort qui est celui de ne pas transposer cette convention de partenariat au-delà du simple cadre de développement, on va dire, partagé au sens le plus basique, c'est-à-dire que ce ne soit pas une commande cachée qui soit finalement passée au partenaire privé qui va s'associer au projet. À défaut, on pourrait être requalifié, et là j'ai mis le texte pour l'avoir sous les yeux parce que ça peut, voilà, ça peut permettre de bien clarifier ce qu'on entend par là, c'est-à-dire de qui finance quoi dans le cadre de ce partenariat, et de s'assurer que la collectivité ne soit pas en face d'une commande qu'elle vient donner finalement à son partenaire. Donc, pour faire simple, dans ce type de convention, on va s'assurer que d'ici à la création de la société, voire même éventuellement par la suite, on n'a pas de jeu caché de commandes publiques qui pourraient disqualifier ou remettre en question un peu le partenariat. Une fois cette phase de partenariat réalisée pour le cas où elle a lieu ou dans le cas d'une prise de participation directe, donc vous le savez, on est dans un cadre dérogatoire du Code général des collectivités territoriales qui permet depuis 2015, donc on est quand même sur un champ réglementaire assez ancien qui a eu un peu de mal à sortir de son périmètre du fait de certaines difficultés rencontrées avec certains services de contrôle de légalité, avec un certain nombre de calages qui a pu émerger, qui aujourd'hui, on l'espère, est un peu derrière nous, mais qui permet donc à titre dérogatoire aux collectivités et à leurs groupements de prendre des participations dans une société de projet qui va avoir un objet très limité. Donc, on ne perd pas de vue qu'on n'est que sur de la production et de la vente d'énergie renouvelable. Et par ailleurs, sur un segment géographique limité qui peut poser question parfois dans certains projets où on a des projets qui sont étendus en grappe ou voire sur des projets qui bénéficient de dérogations dans les projets d'autoconsommation collective et autres. Mais d'une manière générale, voilà, si on reste simple, on est sur une structure commerciale dont la règle de prise de participation de la collectivité va rester en dessous de 50% et dans laquelle elle va pouvoir contribuer à son financement par deux angles, à la fois dans le cas de la prise de capital, donc ça c'est le montant des capitaux qui va figurer au capital social de la société,
Bon, habituellement, il est assez faible et c'est de l'ordre de 1 000 euros ou un peu plus, mais généralement, c'est à peu près l'échelle. Et ensuite, elle va pouvoir contribuer, si elle le souhaite, euh, par des comptes courants d'associés qui, là aussi, sont réglementés par cet article 2253-1 et qui sont limitatifs à du concurrence déjà effectivement du capital qui sera apporté, mais aussi en matière de montant global limité au fameux 15% de recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune. Donc on va regarder quelle est sa capacité de financement au travers de ces CCA et qui va nous donner finalement par rebours le montant maximum d'investissement qui serait possible dans le cadre de ces comptes courants d'associés. Ça, c'est très vite dit pour ce qui est de la structuration de cette société. Et ensuite, on sait que la collectivité, on va avoir un regard assez aigu sur la structuration des statuts et des pactes d'associés dans lequel les co-développeurs, par exemple, ici à gauche, le développeur privé qui va pouvoir apporter aussi une partie de son savoir-faire dans le cadre de la réalisation des projets, ménage dans la gouvernance, et c'est le point principal des discussions avec les développeurs, à la collectivité une place qui lui permette de pouvoir faire valoir effectivement son droit en tant qu'associé et plus généralement de pouvoir, avant la phase dite de financement du projet, qui est la fin de la phase de développement habituelle d'un projet, de pouvoir s'investir et plus généralement aussi s'assurer que l'ensemble des prérequis qu'on a rapidement passés en introduction sont bien respectés dans le cadre du développement du projet. Donc en général, ça va être, par exemple, pour donner qui est le plus pratique, un avis dans le cadre de l'étude d'impact, de la façon dont on va travailler les retombées financières du projet dans le cadre de ce projet, comment les ressources complémentaires vont pouvoir être apportées. Et ici, on voit bien qu'il y a encore des choses à imaginer. On pourrait se dire que c'est des choses qui sont toujours les mêmes, et c'est vrai. D'ailleurs, le droit n'aime pas trop l'innovation, donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ait des stabilités en termes d'échange et de documentation. Mais aujourd'hui, il faut effectivement pas perdre de vue que la collectivité à bord de ce type de structure va pouvoir pousser un peu les développeurs et ses autres partenaires sur des sujets que la loi APER nous incite à faire, hein, d'ailleurs, sur ces fameuses retombées locales. Et là-dessus, ce sera intéressant de voir aussi quels sont les retours et ce qui est un peu dans les discussions avec les développeurs. Alors, il Donc, vous reste juste 2 minutes, Cécile. Je me permets de vous très bien. couper. Parfait. Et donc, du coup, on a ensuite quelques sujets un peu spécifiques. Donc, j'insiste pas plus que ça sur le fait que quand on est en lien avec le foncier, on a une capacité de la collectivité à avoir encore plus de gouvernance forte dans le véhicule avec ce fameux contrôle étroit et qui nous permet ensuite de pouvoir déployer, j'essaie de synthétiser, déployer mieux cette gouvernance dans le cadre du contrôle des statuts et également, on n'oublie pas, de l'ensemble des contrats associés autour de ces sujets. Je termine juste sur un dernier point qui aujourd'hui réglementairement n'est pas levé et qui est souvent quelque chose qui peut poser question pour les collectivités, c'est que le temps de développement associé à un projet ne peut pas être valorisé financièrement dans le cadre de l'apport de la société, puisqu'on est sur du temps d'agent, du temps de service public qui ne peut pas faire l'objet d'une valorisation commerciale. Et donc ce sujet-là, évidemment, on voit bien, va être pris en compte dans le tour de table et de comment les participations vont être réparties en termes d'action, de part sociale, pardon, au capital de la société. Voilà, c'était un petit dernier angle de vigilance sur ce sujet de rémunération de la collectivité en tant que telle dans le cadre de ce projet.